Nous accueillons tout de suite Philippe. Philippe, bonsoir. 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 Bonsoir Philippe Guillemant. Oui. Donc moi j'aurais une question par rapport à ce que vous avez dit sur le fait qu'on pouvait aller vers ce que vous appelez le soi par les signes de joie. Oui. Et, je voulais faire un petit distinguo. J'ai pensé à Simon le magicien qui est un personnage biblique. Donc Simon le magicien, c'est un chrétien gnostique qui a un don, c'est le don de voler. Oui. Et il prend ce don pour devenir célèbre. Donc l'exemple que je donne est un peu épineux parce que il fait ça pour son propre contentement et pas celui des autres. Oui. Et sur ce, il y a l'apôtre Pierre qui invoque le nom de Jésus, et alors que Simon le magicien est dans les airs, et donc Simon le magicien s'écrase. Et pourquoi je prends cet exemple? Parce que quand vous avez parlé de notion de joie, ce que je remarque moi, c'est que l'humain a une joie à dominer les gens, et il a une joie à répandre le mal autour de lui, malheureusement. Oui. Enfin, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place. Donc, je dis pas du tout ça Non, mais pour c'est une. rabaisser la foi gnostique, parce que moi-même, je suis chrétien agnostique. D'accord. Donc, vous voyez que j'essaie de prendre un exemple relativement neutre par ma position et par la vôtre. Donc, la notion de bien, dans toutes les civilisations, elle est liée à l'abnégation. L'abnégation de Oui. soi au service des autres. Oui. Donc, c'est aussi un schisme qu'on retrouve chez les alchimistes qui cherchent à trouver l'or. Chez les alchimistes, ceux qui voulaient trouver l'or physique s'appelaient alchimistes. Mais il y a une autre branche de l'alchimie qui s'est développée qui disait que l'or, c'est l'or de l'âme. Et donc, ceux qui ont fait ce distinguo ont appelé les alchimistes qui cherchaient l'or physique les mages, ce que vous appelez magie. Et les alchimistes qui cherchaient l'or de l'âme se sont dénommés sages. Ça rejoint aussi la notion de daimon chez les Grecs et les chrétiens qui ont fait le distinguo entre daimon, mauvais ange, et ange, bons anges. Et j'ai bien aimé la remarque de Nicolas à propos des anges et de géants. Je trouve que c'est une remarque très intéressante. Mhm. Je rebondis sur cette remarque justement. Moi j'ai pensé à Anjoua et au fait que ange se rapproche d'aigle, et le fait que ange se rapproche d'angle. Chez les mystiques juifs et chez les mystiques musulmans, un ange, c'est un angle, un point de vue. Tout est point de vue chez les mystiques juifs et chez les mystiques musulmans. D'accord. Donc moi je me place dans cette optique et je vous demande, par rapport à tout ça, je vais peut-être un peu vite, hein, mais bon, par rapport à tout ça, ce que vous appelez soi, est-ce que c'est euh, est-ce que c'est la joie du bien, et pourquoi est-ce que vous ne l'appelez pas Dieu? Pour quelle raison vous D'accord. n'appelez pas le soi Dieu? Est-ce que ça se rapproche du surmoi, votre vision? Ah non, 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 c'est pas le surmoi. Ce serait plus Dieu, oui, mais c'est pas le surmoi. Donc, tout d'abord, oui, il faut pas confondre tout de même enfin, ce que j'appelle joie avec tout ce qui peut dériver de la jouissance, du plaisir, du bien-être qu'on peut ressentir et qui est quelque chose qui provient d'un d'un résultat, de l'obtention de quelque chose, c'est-à-dire une jouissance en rapport avec un succès, une jouissance en rapport avec l'obtention de quelque chose qui fait plaisir. Voilà. Donc ça implique une matérialité, un processus qui aboutit à un terme, etc. C'est pas du tout. Là, il faut. Moi, j'entends le mot joie dans le sens le plus pur qui soit, c'est-à-dire joie déjà inconditionnelle. C'est une joie qui est c'est pas, c'est un état de plénitude qui remplit complètement et qui n'a strictement rien à voir avec un attachement à quoi que ce soit. C'est-à-dire que D'accord, donc ça se rapproche plus de ce que les catholiques appelleraient béatitude.
Oui, mais c'est pas BA. Une sensation de bien-être qui n'est c'est plus que non, c'est pas un bien-être. C'est une découverte, une vraie connexion ça n'a pas de cause. Il n'y a aucune cause qui peut expliquer comment on a cette plénitude de bonheur à ce moment-là, quoi. D'accord, donc c'est une sorte de joie vraie en quelque sorte, Oui, c'est ça? c'est une joie vraie, oui, oui, oui. D'accord. Et vous considérez ça comme un don ou comme une trouvaille personnelle? Est-ce que c'est transcendantal pour vous ou est-ce que Oui, c'est le... c'est transcendantal au sens où c'est quelque chose qui est en dehors de la causalité habituelle. D'accord, parce que le distinguo est important quand même. Ah oui, Et, bien sûr. et en fait, ce que je vois, c'est que vous essayez de reconnecter le spirituel au rationnel. Ah oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui. Donc, je trouve que par rapport aux autres gens qui parlent de quantique, vous vous débrouillez beaucoup mieux. Ben, on parle Surtout trop. sur la deuxième partie de l'émission, j'ai trouvé que vous étiez beaucoup plus clair que sur la première partie, si je peux me permettre. Ben, c'est un peu difficile d'entrer en matière dans un tel sujet. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ce qu'on se disait justement avec Philippe Guillemant tout à l'heure, Philippe, à savoir que le livre, c'est beaucoup plus facile, tout est couché sur le livre, les mots, on peut les choisir, la succession des mots, les phrases, on peut corriger pour être le plus pédagogue possible. À l'oral, c'est extrêmement difficile Oui, voilà. de pouvoir parler Oui, c'est vrai. d'une théorie et encore, elle est simple. Et quand je dis elle est simple, c'est, je vais faire la lecture tout à l'heure, j'en parlais avec Philippe, il y a un chapitre où tout est dit euh, qui est bon, plus ou moins relativement long, mais qu'importe. Voilà, je vais en faire la lecture à la fin de l'émission. Il est- Mais il est magique. Ce passage, il sera peut-être effectivement la synthèse de toute l'émission. Maintenant, le but du jeu aussi, c'est comment amener progressivement à mettre en place un début que les auditeurs, parce que l'émission dure, là on en est pratiquement à 4 heures, comment faire une synthèse en l'espace de 4 heures de temps pour amener progressivement des auditeurs à cheminer intellectuellement dans la manière de concevoir cette théorie de la double causalité. C'est un sacré challenge au vu Oui, de mais la condensation si je du peux me livre. permettre une autre pour conclure, hein, après je vais laisser la place, c'est que moi, pourquoi je fais cette remarque par rapport à la joie du bien, parce que déjà il y a aussi une joie dans le mal, hein, c'était juste pour faire un distinguo, mais c'est aussi parce que moi, gnostique chrétien, je me suis beaucoup accroché avec des catholiques Hmm. à propos de la gnose, parce qu'ils considèrent que la gnose c'est la recherche de la magie. Et comme le mot magie est employé comme émerveillement par Philippe, justement, Oui, ce que je voulais souligner aussi, c'était que, puisque visiblement c'est aussi, il y a une notion qui se rapproche de Dieu quand Philippe parle de soi, c'est pour dire que quand on parle de magie, on parle d'émerveillement, et que les signes qui sont repérés dans cette joie du bien, il s'agit d'une sagesse et non pas d'une magie dans le sens de oui, cupidité. Voilà. oui. C'est un peu subtil, mais c'est important. Et en plus, par rapport à ce que tu dis, Laurent, je pense que c'est important de traduire les mots parce que sur votre radio, il y a des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents. Ouais. Et des fois, sur un mot, quelqu'un va comprendre quelque chose et quelqu'un va comprendre autre chose. Hmm. Et ça crée des tensions. Oui, c'est juste. Tu vois. Mais c'est Voilà. pas ça, c'est presque inévitable. Voilà. Bon, sinon, j'ai trouvé votre intervention très intéressante. Et sinon, et pour finir, j'insiste sur ce que disait Nicolas. Ange et inverse géant. Je trouve ça vraiment sympa Bah, de même que comme point de vue. quand on dit Ouais. quand on dit la magie, pour paraphraser Patrick Burienstanas, la magie, c'est l'âme qui agit. Il y a Oui, vraiment cette Oui, notion-là. Hein. mais ouais. justement, l'âme qui agit, c'est l'âme qui agit dans la matière. C'est la matière, la magie, et la sagesse, c'est le jeu spirituel. C'est celui qui s'élève, qui n'est pas dans la matière. Mais là encore, La magie, pas exactement. L'âme agit dans la matière non manifestée encore. oui, alors ça c'est tout votre truc, exact. Mais il y a une chose qui revient souvent, c'est qu'il y a des gens qui vous reprochent de sans arrêt rabaisser l'ego, parce que dans la mystique juive notamment, l'ego,
c'est aussi l'expérience et c'est être capable de s'adapter au monde matériel. Et quelqu'un qui n'a pas Tout à d'ego, fait. ce serait un vrai zombie. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais disons, pour comprendre l'ego, il faut déjà commencer par s'en détacher. Ensuite, on le récupère. Mais Oui, on le parfaitement récupère en d'accord. meilleure forme qu'au départ. Mais C'est-à-dire vous pensez que pas qu'il y a un bon ego et un mauvais ego? le mauvais ego, c'est le ego qui ne comprend pas Sa nature, le pourquoi il existe. voilà, qu'il n'est rien. Qui est égoïste, quoi. Mais Voilà. un ego qui est dans l'abnégation, c'est-à-dire qui agit par altruisme, c'est Oui. quand même un ego bon. Mais il faut pas virer l'ego, il faut s'en servir. Il faut juste pas D'accord, s'identifier. Bah, Il c'est est, il aussi est- ce que je voulais savoir. nous sommes des acteurs de notre propre vie et l'ego, il est dans l'acteur. Voilà. C'est le D'accord. personnage. Je pense Nous qu'on sommes peut autres. parler d'expérience en quelque sorte. D'expérience Oui. de la matière. Oui, je suis même tombé moi-même dans ce piège-là, parce qu'en découvrant moi-même la spiritualité par les chemins que j'ai empruntés, au départ, je me rendais compte que, bon, voilà, et puis je me suis dit, bon, ben, je vais travailler donc justement cette dissociation, et puis après je m'apercevais que j'allais dans des voies, j'allais n'importe où, presque même vers le New Age, presque vers... enfin, Oui, oui. mais je Et crois que dans les livres, j'en parle aussi, hein, donc... je peux vous dire que le fait de faire ce travail-là que j'ai fait m'oblige à avoir un ego. d'accord. Mais C'est, c'est- c'est à travers la science que vous l'avez retrouvé, parce que le côté spirituel, où c'est que vous l'avez... De quelle source vous en êtes inspiré du côté spirituel? ma spiritualité, ben, j'ai répondu à cette question-là. Comment est-ce qu'elle est arrivée suite à... Une année chaotique. Oui. D'accord, mais c'est venu par intuition. Ah oui, de toute façon, ça vient par intuition, mais il y a quand même une sacrée pression qui fait qu'on arrive à se remettre en question. Mais c'est pas de la remise en question, ça va beaucoup plus loin, hein. C'est de la réflexion sur C'est une vraiment qui on est, transmutation. parce que Une quand transmutation. la vie vous force à vous détacher de tout, enfin en fait vous êtes attaché à plein de choses, et quand vous vous retrouvez à devoir vous en détacher en pensant que c'était vous, bah, à un moment donné c'est quand même plus pratique de comprendre que c'est pas vous, surtout quand ça vous rapporte Oui, et c'est aussi porter un autre regard sur le passé, quelque part. bah, oui, mais c'est sûr, il faut porter un regard sur ce à quoi on est attaché pour s'en détacher et de manière à s'y réattacher. C'est là que justement l'ego qu'on a viré, il faut le ramener parce qu'on en a besoin pour agir. Voilà. C'est-à-dire que personne Mais transformé. pour agir, bon, une fois qu'on s'est transformé intérieurement et qu'on a pu justement apprendre que nous ne sommes pas qui nous sommes, enfin ce que nous croyons être, on peut revenir à un comportement normal dans la société, bien intégré, parce que le soi, il en a besoin. Le soi, il a besoin qu'on bosse. Il a besoin qu'on lutte même. Il a besoin qu'on se confronte, parce que c'est pas facile. Et là, on a besoin de l'ego à nouveau. Je suis pas trop dans la philosophie bouddhiste, par exemple, qui consiste à dire qu'une fois qu'on a compris tout ça, c'est génial, on peut atteindre le bonheur. Moi, en se détachant, etc. Et on peut vivre de rien, etc. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Euh, je pense que le vrai sens de la vie réside dans l'action dans la matière. De réaliser quelque chose, de changer l'espace-temps. On va pas changer l'espace-temps en s'incarnant pour rien foutre, même si on a tout compris. Bon, on aura l'éveil bouddhique, ok, mais qu'est-ce que ça va faire? Bouddha, s'il l'a fait, ok, d'accord, mais lui, il a transmis un enseignement. Si c'est pour transmettre un enseignement, pas de problème, super. Jésus aussi. Mais si c'est pour faire comme eux, juste uniquement pour atteindre l'illumination, et basta, ça sert à rien. Mais est-ce que quelque On l'a part, déjà, l'illumination, de l'autre côté. est-ce que quelque part ils agissent pas, par exemple, en donnant l'exemple et dire qu'il faut se détacher de la matière et que les gens du commun, en quelque sorte, en voyant qu'ils sont dans l'abnégation de la vie terrestre, ça allège leur souffrance.
Oui, voilà, mais peut-être. c'est exact. Il faut se détacher de la matière, mais pour se réattacher à la matière, mais avec une relation différente, après, si on veut, Ne plus être esclave de la matière, voilà, de s'en servir comme outil, mais non voilà. pas comme étant dépendant de cette dernière, puisque là c'est l'ego qui, par peur de manquer, par peur de souffrir, va paradoxalement s'y attacher. Et c'est là le piège, en Mm. l'occurrence. Oui. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci Philippe. Bonne Au fin de revoir. nuit. Au revoir. Philippe Guimand, ce soir, notre invité, je vous le rappelle, pour ce livre, La route du temps, c'est aux éditions GMG, collection Mutation. Philippe, d'autres questions qui viennent, j'allais dire, en cascade. Pour ce qui est du lâcher-prise, et pour vraiment bien, peut-être, ou mieux saisir ce qu'implique ce lâcher-prise, vous faites référence au tir à l'arc, l'art de Ah tirer oui, à l'arc. Alors effectivement, je pense que c'est un très bon exemple parce que cette notion de lâcher-prise, au même titre que la notion de détachement, est mal comprise. oui. Alors pourquoi avoir fait référence au tir à l'arc? Bah, parce que le tir à l'arc, il y a un excellent livre, L'art du zen dans le tir à l'arc ou quelque chose comme ça. Il illustre merveilleusement la double causalité, dans la mesure où, pour arriver à tirer à l'arc, ce fameux archer qui lui a fallu plusieurs années, il a essentiellement dû faire un travail sur lui-même. Et quand il décrit la manière dont il a réussi à accomplir ça, c'est-à-dire qu'au moment où il tire, ce n'est pas lui qui tire. Il dit ça tire. C'est pas, voilà, ce n'est plus lui. C'est-à-dire que il se positionne sur une ligne temporelle d'emblée dans laquelle le- la flèche a atteint sa cible. C'est-à-dire que tout se passe comme si la flèche avait atteint sa cible avant que la chose, le ça qui tire, fasse le geste. Voilà. C'est-à-dire il ne faut pas considérer qu'il y a une cause, un effet, etc. C'est l'intention du tireur est adjointe au fait que du lâcher prise, donc du lâcher du mental, c'est-à-dire le mental a cessé Vouloir. de vouloir, d'essayer de tâtonner pour savoir comment est-ce qu'il faut faire pour atteindre le centre. Donc ce qui fait appel à une réflexion, à de la mémoire, à des souvenirs au cerveau. Ça, c'est la meilleure façon de rater la cible. Ça sert à quoi? Ça sert à l'apprentissage. Ça sert à... Le mental et l'entraînement ont pour but de permettre que le geste parfait soit possible. Mais ils ne permettent en aucun cas le geste parfait. Pour que le geste parfait soit réalisé, il faut que le mental soit complètement absent dans cette affaire-là et que seule l'intention agisse. Si l'intention agit à ce moment-là dans le futur, elle visualise le futur atteint, le centre de la cible atteint, donc ça c'est bon. Donc là, la flèche s'accroche au futur et si le mental est relâché, et s'il n'y a pas de, il y a aucune contrainte qui est donnée sur l'arc au moment où, à ce moment-là, le satyre peut choisir lui-même le moment, le lâcher de la flèche, voilà. Et donc c'est un glissement de ligne temporelle qui nécessite un lâcher prise du mental en même temps que le lâcher de la flèche qui se fait non pas Par par un le choix. geste, mais Ouais. par le ça. Voilà, et c'est l'intention. C'est-à-dire que voilà, tout se passe comme si la cible était atteinte au centre avant que voilà, tout se passe comme. Mais en fait, c'est simultané. Hein. De toute façon, le temps, le futur, le passé sont simultanés. Hein. Donc c'est un glissement vers la bonne ligne temporelle. Donc ok pour s'accrocher sur le futur, mais à condition que le mental ne fasse pas la décision. Voilà. Enfin, c'est d'une évidence. Oui. C'est difficile à l'exprimer parce que ça remet en question follement nos habitudes de la causalité. Mais c'est d'une évidence lorsqu'on admet que l'évolution, le changement, la réussite de quoi que ce soit se fait par glissement de lignes temporelles. Donc il faut juste pas empêcher le présent ici il faut rendre le présent indéterministe de manière à ce que ce soit le futur qui décide. Tout comme aucune évolution ne peut avoir lieu dans le futur si le passé bloque quelque chose et oblige à ce que voilà, parce que la causalité, elle a quand même un mérite, c'est qu'elle relie tout sur une même ligne temporelle. Voilà.
Donc vous ne pouvez pas bouger quoi que ce soit sans que... Imaginez que vous créiez deux futurs qui sont créés par la causalité avec un même passé. Vous êtes anti-science. Vous ne pouvez pas avoir une ligne temporelle qui, à un moment donné, crée deux bifurcations. Donc, ça ne marche pas. La causalité ne l'autorise pas. Il faut faire rentrer des informations là. Mais on est hors du temps, c'est pas le moment de les faire rentrer. Pour faire glisser la ligne temporelle, on fait rentrer les informations. Tout change à la fois dans le futur et dans le passé. Donc l'arc, vous voulez atteindre le centre de la cible, c'est pareil au jeu de boules. Moi je conseille aux débutants qui jouent aux boules, je les prends avec moi. Par exemple, une femme, souvent, elles ne savent pas trop jouer aux boules. Donc, je lui dis, c'est pas toi qui pointe, ou c'est pas toi qui tire. Souvent, je leur demande de pointer. Ce n'est pas toi qui pointe, c'est la boule qui va décider elle-même. Essaye d'imaginer ça. Tu imagines que c'est la boule qui se lance toute seule. Eh ben, si vous conseillez ça avec votre partenaire, il va vous faire un truc fantastique. Et ça marche. Bon, ça marche pas à tous les coups, hein, mais ça marche beaucoup plus que... Oui, parce qu'à un moment donné, dès le moment où ça marche, le mental va dire « Ah, super, je sais faire ». Voilà, Il va s'approprier le truc. C'est ce qu'on appelle la chance du débutant. Voilà. C'est pour ça Sauf que ça que marche. le problème, c'est qu'après, le débutant, quand il a eu cette chance-là, il se dit « Ah mince, J'ai fait ça. j'ai fait ça !» Ah, mais alors ça y est, il commence à analyser l'affaire à la mentale. Et ça y est, le mental... C'est foutu. Il s'est foutu. Nous accueillons Claude tout de suite. Claude, bonsoir. Oui, bonsoir Philippe Guillemant de la part Bonsoir. de Claude Lavatte. Voilà. Ma question-suggestion est la suivante. Est-ce que la manière physique de voir les choses que présente Philippe Guillemant n'est pas, je vais le dire simplement entre guillemets, le passage d'une physique dépendant d'une logique séquentielle, donc mettant en temps le jeu, l'axe du temps, à une physique d'une logique combinatoire qui mettrait immédiatement en contact l'entrée et la sortie du système de transfert. Autrement dit, d'un côté, on aura des algorithmes se déroulant dans le temps, de l'autre, des tables de vérité, entrée-sortie d'une logique combinatoire. C'était ma première question. Moi, je vais y répondre. Oui, je sens un petit peu ce que vous voulez dire. Oui, effectivement, la logique de la double causalité qui consiste à parler de modifications simultanées passé, présent, futur, glissement de lignes temporelles, c'est pas quelque chose qui peut se gérer actuellement avec les équations et il faut faire appel aux algorithmes, donc avec un modèle cybernétique, etc. Voilà. Oui. Oui, un modèle de rétroaction dans lequel, dans une boucle de réaction, le temps séparant entre l'entrée du signal de l'information et la sortie de l'information de régulation se fait sans passage de temps. Dans une logique combinatoire. Et à ce moment-là, il y a simultanéité entre l'entrée et la sortie du point de vue temps, qui n'existe plus, autrement dit. Oui. Une autre façon de l'exprimer, c'est de dire aux matheux, aux physiciens, apprenez à travailler simultanément avec des conditions finales autant qu'avec des conditions initiales. D'origine, oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. Et je peux poser une deuxième question ? Oui. Voilà, la question à laquelle j'arrive actuellement dans mes recherches personnelles, c'est que, vous verrez pourquoi par la suite, entre deux univers dans lesquels se déroulent les lignes de vie de chaînes causales, d'éléments selon les chaînes causales, est-ce qu'on peut imaginer la transmission d'informations entre deux chaînes causales indépendantes, puisqu'appartenant à des univers différents, mais est-ce qu'il peut y avoir transfert d'informations entre ces deux chaînes causales sans qu'il y ait intersection des deux chaînes causales en question ? Parce qu'il y a plusieurs sortes d'univers parallèles. Hein. Vous parlez bien des univers parallèles qui sont dans le même vide quantique. Oui, au sens de Max Tegmark, par exemple, oui. Il parle pas de bulle, lui. Bon, d'accord, mais ok, parce que de toute façon, ça peut fonctionner que comme ça. Donc c'est un peu comme si on remplaçait les univers par des lignes univers et que ces lignes ne se croisaient jamais. Oui. Alors on peut effectivement penser que des ponts seraient possibles si, à partir du moment où ils sont dans le même vide quantique, chacun d'eux excite la même partie du vide quantique, parce que là il va y avoir dispute
voilà, enfin bon, ça peut. Bon, mais là, j'ai jamais réfléchi encore de ma vie à ça. Donc là, j'ai pas pensé à ce. Mais on peut envisager qu'effectivement, si deux univers commencent à se toucher, non pas se toucher, mais intersection entre les deux, partie commune. Il peut se former un trou de verre à la limite, oui. C'est ça, voilà. C'est le truc. Par exemple, oui. Oui, mais ça, c'est les physiciens l'envisagent. C'est presque mainstream. Ça n'existe pas, c'est pas vérifié, mais au moins du point de vue mathématique, c'est correct. C'est possible, oui, tout à fait. Oui. Alors, non, il y a quand même un truc qui va pas. Oui. Dans cette affaire, et j'en parle longuement dans une publication, c'est que la raison pour laquelle c'est quand même pas tout à fait mainstream, c'est qu'on ne peut pas envisager ce genre de connexion dans le temps ordinaire. Oui, bien sûr. Voilà. Ce serait deux temps différents, chaque univers ayant son temps propre. Voilà, donc pour les physiciens qui font ça, les matheux, ils s'amusent, mais c'est conjectural. Ça ne peut pas se faire dans le cadre déterministe de la physique actuelle. Moi, je l'envisage personnellement, parce que je considère que les choses évoluent dans un autre, dans ce que j'appelle le temps de la conscience, le temps réel qui n'est pas notre temps ordinaire. Donc dans le temps réel, dans le temps réel de la conscience, on peut envisager que deux univers puissent se connecter, et à ce moment-là, ils se connectent par un trou de verre, conformément. C'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je peux formuler une autre question ? Oui, vous pouvez. Oui. Voilà, ça concerne la difficulté qu'il y a rencontrée par beaucoup de gens dans le concept de l'espace-temps einsteinien. L'espace-temps quoi ? L'espace-temps selon Einstein. Oui. Bon. En fait, si on regarde bien le problème, ce que décrit Einstein et ce qu'il prend en compte, ce n'est pas la réalité des choses entre deux systèmes évoluant à des vitesses différentes, mais c'est l'observabilité qu'il y a d'un système à l'autre. Autrement dit, c'est le temps de transfert du signal informant de la réalité d'une chose qui, lui, est soumis donc à la relativité restreinte notamment, et plus tard généralisée. Mais est-ce que la difficulté d'interprétation ne vient pas justement qu'il y a confusion entre observabilité d'une chose et réalité de la chose en question ? Oula, attention, je suis pas sûr de bien vous suivre là. Par exemple, imaginons un événement qui a lieu dans la galaxie d'Andromède, quelques millions d'années-lumière d'ici, et un observateur se trouvant dans notre galaxie à nous. La réalité de cet événement dans la galaxie d'Andromède est indépendante de l'observateur qui se trouve dans la galaxie, dans la Voie lactée par exemple, bien sûr. Bon, à ce moment-là, pas forcément. Les lois d'Einstein ne s'appliquent qu'au signal transitant depuis la galaxie d'Andromède vers nous. Mais le signal en question n'est pas la réalité elle-même de la galaxie d'Andromède, ce n'est que son image, que l'image de cette réalité qui nous parvient. Autrement dit, ce que traite Einstein n'est pas la réalité des choses, mais l'observabilité, je veux dire l'information venant et émanant des réalités. Oui, non, ce dont traite Einstein, c'est que de la réalité manifestée. Hein. Manifestée, observée. Observer, que de l'observer. C'est ça, oui. Oui. Alors justement, il me semble que la difficulté pour certaines personnes d'admettre de bien comprendre la physique d'Einstein, c'est justement qu'il y a confusion souvent entre réalité et observabilité de la réalité. Autrement dit, intersection entre la réalité et la conscience. Non mais là, il y a plein de choses à la fois. Il faut faire attention avec ce qu'on appelle la conscience quand elle intervient dans le paradoxe de l'observateur en mécanique quantique, c'est-à-dire qu'elle contribue à déterminer, donc à figer l'état, alors que cet état n'existe pas auparavant, d'accord ? Oui, potentiel. C'est une entrée d'information dans l'espace-temps au niveau quantique. Maintenant, au niveau macroscopique, on ne sait pas comment ça marche. Oui, mais tout à fait, oui. C'est un des problèmes, oui. Si on essaye on peut pas envisager que des observateurs sur une réalité puissent jouer sur une autre réalité en observant. Non, ça rejoint plutôt votre première question où vous disiez, là, donc à ce moment-là, c'est l'intention qui va densifier des états dans le vide
des états potentiels qui dans les se deux, transforment en réalité. et cette densification va créer des vagues et qui va créer un Un trou de verre. de réalité. Mais on n'est pas dans l'observation là, parce que qui dit Oui. observation dit introduction d'un présent, donc d'un temps illusoire donc une incarnation voilà, tandis que là où j'ai mal compris votre question, mais là on ne peut pas transposer les informations qu'on a sur l'observateur en mécanique quantique à ce contexte macroscopique. C'est pour ça que je m'y perds. Hein. Voilà, on peut pas. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre votre question. On peut pas transposer. On peut le faire sur une particule isolée, voilà, microscopique, etc., de l'échelle de Planck. Mais sur un ensemble de particules, il faut en quelque sorte pouvoir les mettre en phase dans cette histoire de gestion du temps et de l'espace. Au niveau macroscopique, vous savez très bien qu'il y a le phénomène de décohérence qui impose la causalité au niveau macroscopique. Hein. Tout à fait. Voilà. L'erreur que font par contre les physiciens, c'est d'en déduire que l'espace-temps est figé. Voilà. Oui. Bon. Mais voilà. Mais bon, c'est tout. Mais par contre, ils ont raison sur le fait que l'observateur n'influe pas au niveau macroscopique. Ça, c'est une grande confusion, et notamment des gens qui sombrent dans le New Age en disant voilà ce que dit la mécanique quantique. Donc ça veut dire qu'on peut créer notre réalité. Ça, c'est une immense connerie. Oui. D'accord, voilà. Écoutez, je ne vais pas occuper l'antenne plus longtemps, et puis je vous remercie de cette émission. J'ai lu votre bouquin il y a déjà quelques années, alors que j'étais à Célonais. Célonais se trouve dans les Alpes de Haute-Provence. Et j'ai apprécié fortement les descriptions que vous faisiez des sentiers et des paysages de la Haute-Provence. C'est tout à fait compréhensible, et je vous remercie. Du côté de Champtercier, c'est aussi beau que du côté de Célonais, par exemple. Oui, nord et sud. Mais écoutez, là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne fin d'émission, et puis merci de l'avoir entreprise, et merci à Laurent également d'animer cette émission. Merci Claude. Merci. Bonne fin de nuit. Merci, au revoir. Au revoir. Ah oui, puisqu'on retrouve avec la physique quantique, est-ce que, d'un point de vue macroscopique, l'observeur a un impact sur la réalité observée? Alors c'est très intéressant parce que vous faites mention justement de l'expérience de Péoc avec les poussins. Ouais. Donc là aussi, la double causalité peut l'expliquer. Oui. Et non pas la physique quantique. Non. Je vous laisse, Guillaume... je vous laisse... j'ai des trous. Philippe, c'est Guillemont qui me fait penser à Guillaume. C'est normal. Bon. Je vous laisse, Philippe, donc nous expliquer le rapport qu'il y a entre les poussins qui prennent ce robot qui génère des nombres aléatoires, être plus attirés vers là où se trouve leur cage. Alors, peut-être la petite histoire, on peut peut-être redresser rapidement. Je rappelle le contexte. Oui. Peut-être mieux. Hein. Donc c'est une expérience où on a un robot qui est au centre d'une espèce de surface, de surface ronde, mais enfin il va jamais sur les bords de toute façon. Et le robot, il a un comportement erratique, c'est-à-dire qu'il choisit aléatoire la direction dans laquelle il va. Il y a tous les pas de temps, et donc il a un mouvement brownien, et il y a normalement une très faible probabilité pour qu'il sorte à peu près du milieu de l'endroit où il se trouve. Et donc on positionne, donc on est vraiment dans le hasard, l'aléatoire, et ce que je veux dire c'est qu'il y a par exemple 1000, 10 000 tirages au hasard de je vais à droite, je vais à gauche, etc. Et donc du coup il reste globalement sur place, parce que statistiquement le hasard veut que on s'écarte pas trop du point d'origine, et on met à côté donc une cage avec un poussin dedans qui observe le robot, qui lui fait penser à sa mère, parce qu'on l'a habitué au moment où il est né, à lui faire croire que c'était sa mère, ou comme sa mère, par je ne sais plus trop quel moyen. Donc le poussin a fait un transfert, comme quoi donc ce robot est lié à sa mère. Et donc le poussin, donc évidemment, il a des états de conscience, et il émet forcément l'intention de se rapprocher de sa mère, et donc ou de rapprocher sa mère de lui. Et donc c'est pas de la mécanique quantique, puisqu'on est dans le macroscopique. Par contre, l'intention du poussin agit bien sur les lignes temporelles futures du champ des possibles du robot. Et donc le fait que il se trouve que parmi ces lignes temporelles innombrables que peut avoir le robot,
il y ait un choix qui soit fait et qui tente à lui faire suivre une ligne qui le rapproche du poussin, ce qui est une probabilité due au hasard qui pourrait être 1 sur 1000, 1 sur 10 000, 1 sur 1, je me souviens plus exactement. Mais enfin, si on fait des expériences combinées, et il l'a fait, ça peut revenir à 1 sur 1 milliard, 1 sur... voilà, hein, il faut faire une méta-analyse de l'expérience. Et c'est probant, et ça a été répété, il semblerait que c'est probant. Enfin, non, maintenant, il faut... C'est pas moi qui vérifie l'information, mais bon, il semblerait que ce soit une expérience dont la véracité est reconnue, n'a pas été contestée. Ce qui peut l'expliquer, c'est cette histoire d'intention qui excite le vide dans le champ des possibles et qui donc va privilégier la ligne temporelle, pourtant extrêmement improbable, qui va faire que Le robot se rapproche du voilà, poussin. voilà, tout simplement. Le pouvoir de nos intentions. Et d'ailleurs, on n'a peut-être pas tant insisté sur l'émotion. Cette dernière est capitale parce qu'on a beaucoup parlé de l'intention, mais l'émotion, en quoi elle sert? Parce que si on parle de peur, la peur est une émotion. Mais en fait, toutes les émotions sont des déclinaisons de l'émotion fondamentale au sommet la plus pure qui est l'amour. Et plus on descend, alors il y en a qui disent en vibration, moi je sais pas, hein, peut-être qu'effectivement des vibrations élevées correspondraient à des émotions pures, parfaites, et des vibrations basses, etc. J'entends ça, mais bon, je sais pas, mais c'est possible. Donc en tout cas c'est en liaison avec des vibrations, puisque l'émotionnel est par nature vibratoire. Donc je ne peux que confirmer la possibilité de l'analogie. Et donc sur l'échelle des émotions, si on met l'amour tout en haut, donc on va mettre les peurs, etc. en bas, etc. Et il est certain que quel que soit le type d'émotion, si on les considère d'un point de vue énergétique, elles vont toutes agir à un certain degré elles vont en quelque sorte énergétiser, parce que plus les émotions sont conscientes, plus ça veut dire que la conscience... Plus les émotions sont fortes, plus ça veut dire que la conscience focalisée dessus est énergétisée, et c'est cette énergie qui va déterminer l'intensité de probabilité ou de densification des lignes concernées donc, dans le futur. Donc ça, c'est à peu près clair. Après, la question de savoir si les émotions négatives agissent mieux ou moins bien que les émotions positives, je pense qu'il y a forcément une différence. À mon avis, je pense que les émotions, mais ça c'est une hypothèse, hein, parce que j'ai pas assez de... il faudra réfléchir ça, mais il faut réfléchir là-dessus sagement, hein, pas faire de raccourcis ésotériques, hein, d'accord. Mais à mon avis, effectivement, il y a une différence de temporalité, c'est-à-dire que les émotions pures, très positives, peuvent, à mon avis, atteindre n'importe quel futur. Alors que les émotions pauvres, négatives, etc., vont probablement atteindre un futur beaucoup plus immédiat. Donc il doit y avoir quelque chose, une différence à faire de ce genre-là qui fait que on devrait pouvoir compter sur le fait que les émotions positives sont nettement préférables que les émotions négatives pour créer des potentialités futures. En tout cas, des potentialités qui vont faire jouer la seconde causalité. Voilà, parce que les craintes, les peurs, etc. vont créer tout de même des futurs... La peur n'empêche pas le danger. Voilà, mais ceux-là vont probablement plus se situer dans la causalité, à mon avis, que les autres, parce qu'elles vont moins s'éloigner de la ligne temporelle de base, qui est celle du conditionnement. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il en est dans cette histoire des phénomènes qu'on qualifie de parapsychologiques? Vous aviez mentionné la psychokinèse justement. Dans quelle mesure est-ce qu'on doit ou on devrait les prendre en considération dans la double causalité? Alors là, il y a un aspect dans la psychokinèse qui est difficile à expliquer par la double causalité, dans la mesure où ça paraît un peu trop facile de dire oui, voilà, dans tel futur, j'ai tordu, ou ceci, cela. Non, c'est lourd. C'est pas, même si une certaine logique voudrait nous emmener là, ça sent pas. Par contre,
Étant donné que la conscience est de nature quanto-gravitationnelle, et que donc là je recours à un autre type d'analogie lorsque on veut expliquer les choses dans un futur plus court, hein, c'est-à-dire la double causalité, elle s'inscrit, je veux dire, moi je donne 24 heures comme réponse. Je ne demande pas à la seconde ma réponse. Hein. Cela dit, on peut faire des questions, on peut avoir des questions au soi qui nous répond instantanément. Hein. Mais bon, lorsqu'il s'agit d'une expérience de télékinèse, psychokinèse, là on est en temps réel. On a l'impression que la conscience agit directement sur le substrat. Hein. Et donc là, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un phénomène qui fait intervenir, qui s'inscrit dans la causalité, mais qui fait intervenir la capacité de la conscience à agir sur le champ quantique, mais cette fois-ci non plus au niveau microscopique. Tout se passe comme s'il arrivait, parce que comme il y a des vibrations quantiques qui concernent le niveau microscopique, tout se passe comme si la conscience arrivait à rendre cohérentes toutes ces micro-vibrations pour les transformer en une vague quantique qui se met à devenir macroscopique. Et à ce moment-là, si elle devient macroscopique, elle est capable de tordre l'espace-temps localement. Et si elle tord l'espace-temps localement, elle est capable de générer des phénomènes parapsychologiques. Voilà, je le sens plus comme ça. Je dirais, j'appliquerai le théorème d'existence, parce que moi, j'ai jamais assisté à un phénomène comme ça, mais si ce genre de phénomène est réel, je ne vois que ça comme explication, c'est-à-dire, comme la conscience est capable d'agir sur le champ quanto-gravitationnel, instantanément, hein, elle a un talent particulier pourrait faire que la personne arrive en se concentrant à, à mettre de la cohérence, hein, dans toutes ces vibrations pour qu'elles fonctionnent ensemble et qu'elles fabriquent une sorte une résonance, enfin, tout comme des petites vagues qui s'assemblent en une grosse vague ou en une vibration de plus grande amplitude, donc qui devient macroscopique, et à ce moment-là on tord l'espace-temps localement et voilà le résultat. Voilà. Enfin bon, mais c'est une hypothèse. Au même titre que la bilocation, par exemple, je prends l'exemple de Padre Pio, qui avait, de son vivant, et il est relativement contemporain, hein, avait été vu à différents endroits en même temps. Est-ce que ça relèverait de... Ah oui. Oui, non, mais il faut répondre à tout dans ce métier-là. Alors, la bilocation. Bon, faut que j'applique le théorème d'existence à nouveau. Alors, on va avoir l'occasion d'en reparler d'ici quelques instants, Philippe, puisqu'il y a les auditeurs et priorité à leurs interventions avec Bachir. Bachir, bonsoir. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir Philippe. Oui, donc, alors ma question va être particulièrement par rapport à un moment donné, vous avez parlé de libre arbitre, que nous n'avons pas de libre arbitre. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris la chose d'un côté, puis de l'autre côté, la possibilité de changer notre futur. Donc, quelle serait cette possibilité si nous n'avons pas la possibilité d'avoir une liberté, enfin ce libre arbitre? Alors non, que j'ai pas compris. Toute l'émission est faite pour répondre à cette question-là. Donc je vais essayer de résumer ça en une minute. Donc effectivement, la plupart du temps, on est dans l'illusion du libre arbitre parce que on est enfermé dans le mental, l'émotionnel, l'ego, sans s'en rendre compte. On a beau avoir conscience de soi, on n'est pas à l'abri de mécanismes qui déterminent notre comportement. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas espérer changer son futur, puisque le futur, il résulte déjà mécaniquement de ce comportement, et d'une conscience qui ne se rend pas compte. Ça se voit quand quelqu'un est conditionné, d'ailleurs, vu de l'extérieur, ça se détecte. Beaucoup plus facilement que vu de l'intérieur. L'ego se méprend là-dessus. Et donc tout l'intérêt de mon discours sur le soi, sur la connexion avec le soi, c'est justement d'amener le libre arbitre à exister,
hein, d'accord. en justement réussissant cette connexion avec le soi, puisque la connexion avec le soi va permettre de densifier, d'exciter une nouvelle ligne temporelle dans le futur qui va correspondre à mettre de l'énergie dans un événement potentiel. Et à ce moment-là, le libre arbitre est activé. Et si on fait le reste du boulot qui consiste à permettre à ce futur activé d'aller vers le présent, donc augmenter le champ des possibles, et donc ce futur va augmenter la probabilité que les hasards vous amènent à destination. Voilà. D'accord. Donc vous dites que ce libre arbitre est possible seulement Oui. si on est Voilà. conditionné, si on a un éveil, quoi. Oui, c'est un éveil au soi et donc à cette connexion qui apporte une... Parce que par rapport à certains mouvements, enfin, par exemple, truc international, le partage international, qui parlait de ne pas pouvoir intervenir parce qu'on laisse aux gens le libre arbitre, mais donc ça prendrait donc du temps pour que tout le monde soit éveillé, c'est ça. Enfin, donc ça demanderait. Là, Bachir, tu Oui. poses une question qui est pas forcément évidente, sachant que Philippe ne connaît pas cela. Pour peut-être simplifier la question de Bachir, au même titre que Jacques Vallée, sur le positionnement, bon, on parle au conditionnel, hein, qu'une intelligence extraterrestre n'intervienne pas sur Terre pour ingérer dans les affaires humaines, Oui. cela vient, d'après ce que l'on en peut entendre parler, qu'il respecte notre libre arbitre. Oui. Voilà, c'était par rapport à ça. Ah oui. Ah d'accord, mais j'avais pas compris. Oui, de toute façon, les extraterrestres, s'ils existent, sont obligés de respecter notre libre arbitre parce qu'on est dans notre espace-temps et c'est nous qui créons notre futur. Sinon, c'est que c'est pas des extraterrestres, ils sont eux-mêmes câblés à notre espace-temps et c'est un futur collectif. Et la raison pour laquelle ils ont du mal à rentrer dans notre espace-temps, et c'est justement le fait que c'est nous qui sommes maîtres de notre futur, donc il faut qu'il y ait une ligne temporelle pour eux pour qu'ils soient acceptés dans notre futur, et comme c'est pas le cas, et ben voilà, ils font des petits coucous et puis salut. D'accord. Je vous remercie, c'était juste pour ce petit détail-là, donc voilà. Merci Bachir. Je écoute si ça continue, quoi. Merci. Bonne fin de nuit, au revoir. Au revoir. Et nous accueillons Mathieu. Bonsoir Mathieu. Ouais, bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir Philippe. Bonsoir. Je voulais juste revenir sur un petit instant là, c'est au tout début, par rapport au sablier, où il y avait une accumulation, enfin j'ai peut-être pas tout compris non plus, mais une accumulation par exemple de sable, etc., ou comme une coupe de champagne en fait, hein, où on a une bulle et d'aspérité sur le verre, et puis hop, les bulles sont pas forcément... Enfin voilà, on peut pas prédire les bulles comme elles viennent. Je suis compréhensible là ou pas, ou j'ai compris un petit peu... J'attends la suite. Non, en fait, le truc, c'est surtout c'est par rapport à vous, Philippe. Vous pensez quoi par rapport à tout ce que vous dites là, et vous voyez comment les choses par rapport au fait que on choisit pas pas forcément notre vie, etc., mais qu'on a une intention, etc., etc. Mais vous personnellement, vous vous sentez comment par rapport à la vie d'aujourd'hui ? Comment ça ? J'ai pas forcément très bien compris la question. Alors, je vais peut-être essayer d'y répondre plus ou moins, hein, peut-être, pour Mathieu. Ce que dit Philippe à travers la théorie de la double causalité, il l'expérimente lui-même dans sa propre vie. Et le livre, il y a de nombreuses expériences qui sont faites, qui sont mentionnées sur toutes les synchronicités qui interviennent et la manière dont justement Philippe est co-créateur en choisissant en conscience ses futurs potentiels et en communiquant notamment avec son soi par l'intermédiaire d'un ange gardien finalement, qui est une manière de beaucoup plus faciliter un dialogue, non pas tant avec soi, ce qui serait peut-être un peu plus compliqué de prime abord quand on n'est pas habitué, mais il est beaucoup plus facile de communiquer avec soi en imaginant que c'est quelqu'un d'autre.
Voilà, donc ce dont parle Philippe, pour résumer, est d'une manière générale expériencier. Oui, mais par rapport au monde d'aujourd'hui, comment il comment il le sent lui par rapport à cette Mon histoire action de... sur comment je sens l'impact de Et là, alors, qu'est-ce que tu veux dire par comment il le sent? Par rapport au fait que le monde aujourd'hui, lui, comment il le sent? Parce que ça, on n'a pas parlé, et il n'en parle pas forcément du monde d'aujourd'hui, là, maintenant, là. ce monde d'aujourd'hui va mal. Euh, on est embarqué dans un processus, tout le monde, beaucoup de gens le disent, hein, on va dans le mur avec cette crise systémique qui n'est d'ailleurs pas une crise, mais toute une synchronicité de phénomènes, parce que le fait que tout soit lié, hein, la météo, etc. On sent qu'on est dans un vaste changement. C'est même pas un changement de civilisation, c'est peut-être bien plus que ça. On est peut-être ce qu'on voulait, je sais pas, peut-être Laurent voulait me faire dire tout à l'heure, on est peut-être dans un saut évolutif aussi important que le saut du primate à l'homme, s'il a eu lieu effectivement spontanément. Voilà, on est peut-être dans quelque chose comme ça. Et c'est plus par rapport à l'intention, le mécanisme de la pensée. Au niveau personnel alors. Oui, voilà, exactement. Pardon, j'ai compris exactement l'inverse, oui. Ah, pardon. Comment moi, au niveau personnel, est-ce que je l'applique, ce genre de choses? Voilà, le mécanisme de la pensée, quoi. C'est vraiment... en rapport avec le collectif, alors? Mais moi, je l'applique, bon, mais pas au quotidien, hein, de temps en temps. Hein, parce qu'on n'est pas. D'abord, on n'a pas tout le temps besoin. Moi, je suis très très bien installé dans ma vie. Hein. J'ai déjà obtenu par cette méthode tout ce que je voulais. Après, on n'a plus envie de changer. On voit mal comment on peut obtenir mieux. Et donc, en plus, de toute façon, tout ça, il faut que ça résonne avec l'authenticité de l'être, hein, parce qu'on peut pas demander n'importe quoi pour s'amuser, c'est pas comme ça. Donc moi, il m'arrive à certains moments, plusieurs fois par an, de vivre des synchronicités et de sentir que elles me disent quelque chose et je le suis et c'est fantastique, ça marche. Cette année encore, ça m'est arrivé, je l'ai même raconté sur mon site web. J'étais invité à l'inauguration de la revue Temps qui se trouve à Séville et où on m'a invité à faire une conférence. Et donc voilà, j'y suis allé, c'était l'occasion de passer 4 jours sympathiques avec ma femme, prendre quelques jours de vacances, et donc on prend l'avion pour Séville, et dans l'avion j'ai eu une idée, une idée vraiment, on appelle ça une idée géniale, enfin une idée que j'ai trouvée super, hein, comme si je trouvais la réponse à une question que je me posais depuis des années, en tout cas peut-être au moins 6 mois, 1 an. Bon. Donc je me dis, mais il faut absolument que j'écrive. Mais il faut que je fasse un article là-dessus. Et j'allais à Séville pour l'inauguration d'une revue qui s'appelle la Revue Temps, dans laquelle je ne pensais pas que je publierais ou que je proposerais. Et comme j'ai eu cette idée dans l'avion, je me suis dit, mais merde, mais oui, peut-être je pourrais écrire dans la Revue Temps. Mais ouais, mais non, mais c'est pas raisonnable puisque moi bon, enfin, etc. Je sais plus exactement dans les détails. Mais ce jour-là, clairement, il s'est passé quelque chose qui a fait que le potentiel que j'écrive un article dans la revue Temps s'est mis à naître d'un coup, alors qu'il n'existait pas avant. Et du coup, eh ben, j'ai eu une avalanche de synchronicité quand je suis arrivé à Séville, et j'ai eu une avalanche de synchronicité numérique quand je suis reparti à Marseille. Enfin, c'est-à-dire que, bon là je ne vais pas vous raconter dans le détail, Oui. si vous allez sur ma page Facebook, vous allez trouver ça, mais j'ai eu quelque chose d'extraordinaire en arrivant à Séville, c'est-à-dire des avalanches de synchronicité numérique, c'est-à-dire des 44 qui se suivent à l'appel, et puis au retour, c'était des avalanches de 22. Or, je suis un abonné
aux avalanches de 22 et de 44. Du nombre, ouais, de 22. Et ceci voulait dire quoi? Parce qu'à chaque fois, ça m'arrive la même chose quand je fais un grand changement dans la vie. Eh ben, ça veut dire que je devais absolument. Pour moi, c'était l'indication que il fallait que je passe du doute à l'action, et j'ai écrit cet article-là, et ça a été un grand succès d'ailleurs. Ça a été, beaucoup de gens ont apprécié ça, et ça a changé d'ailleurs ma manière de décrire ma théorie pour la rendre plus rationnelle encore, etc., etc. Et dans mon nouveau livre que j'écris en ce moment, ça y est. Donc ça a été quelque chose de déterminant qui a été ponctué par des synchronicités qui m'ont aidé à prendre la décision que j'osais pas prendre. Voilà. Donc vous voyez, donc je suis toujours là-dedans, et tous les ans il m'arrive des choses, voilà, qui sont, mais ça se commande, mais je les commande plus, hein. C'est-à-dire que quand j'ai fait l'expérience relative à mon bouquin, je faisais une expérience. Maintenant, et à cette époque-là, je changeais réellement ma vie, donc c'était pratique. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de changer ma vie. Je suis déjà sur des rails. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut pas. Eh ben, de temps en temps, justement, il m'arrive encore des synchronicités quand il faut que je change de rail. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais. Si, enfin, partiellement, on va dire. C'est juste, moi, c'est plus par rapport au quotidien. Est-ce que vous faites des demandes? Oui, mais pas quotidiennement. Il peut y avoir des problèmes que j'arrive pas à résoudre, qui concernent pas que moi d'ailleurs. Pendant longtemps, je me suis dit, faut pas tester ça sur les autres, et puis des choses qui concernent les autres. Et puis un jour, je me suis dit, bon, comme c'était un peu trop compliqué la situation, je me suis dit, je vais le faire. Là, retour à l'authentique. Je suis allé me mettre sur un gros caillou que j'aime bien, enfin un énorme rocher plutôt, qui est sur mon terrain. Et voilà, j'ai regardé la nature, etc. Je me suis dit, et là, j'ai expliqué à l'univers la situation, et j'ai dit que je demandais ceci, cela, etc., etc. Et j'ai été exaucé. Il faut faire attention quand on fait ça, parce que le problème, c'est que ça marche, et donc j'ai été exaucé, mais par des moyens qui ont créé quelques remous, mais ça a marché. Ça a été des problèmes qui existaient depuis des années ont été réglés en quelques jours. Ouais. Voilà. Je vous pose cette question-là parce que moi aujourd'hui, enfin, ça fait plusieurs temps maintenant, et j'utilise ça aussi, comme vous. Et moi, c'est Daniel Sévigny. Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Non. Tu peux répéter? Non. Daniel Sévigny. Sévigny, c'est ce que j'ai entendu, et le prénom? Daniel. Ah, Daniel Sévigny. C'est un bouquin, en fait, il parle des clés du secret, en fait. Hein. Enfin voilà, c'est un bouquin, hein, voilà, ça. Ouais. En gros, on fait des demandes à l'univers infini, enfin, ou Dieu, ou tout ce que vous voulez, mais enfin, moi, ce serait plutôt l'univers infini, ou ce que vous voulez. Ça peut aller jusqu'à demander une place pour se garer en plein Paris, ou des choses comme ça. Oui, mais ça marche, hein. Moi, je suis un expert en stationnement. Non, mais moi, c'est pareil pour venir... en fait, toutes les demandes marchent, même si on n'est pas bien connecté au soi. Simplement, la qualité de la réponse va dépendre de la connexion. Et donc, il faut faire d'autant plus attention à sa demande qu'on n'est pas super connecté. Non, mais parce que ça peut engendrer des merdes. Voilà. Aussi. Et c'est pour ça que je vous posais la question, parce que grand scientifique vous êtes, etc., c'est plus par rapport au quotidien, les petites choses du quotidien, pour nous rapprocher par rapport à tous les auditeurs, peut-être, ou... là, je peux pas répondre aussi bien que ça. C'est-à-dire que je ne conseille pas de faire des demandes au quotidien, parce qu'au quotidien, on n'est pas dans la situation... au quotidien, on est pris comme... voilà, par notre conditionnement habituel pour remplir le frigo. C'était entre guillemets. D'accord. C'était, voilà, quand je dis au quotidien, c'est pas une fois par an. La théorie veut que la demande, c'est quelque chose qui est activer la télécommande, c'est-à-dire on envoie une information, ça n'est pas une écoute du soi. Hein, non, absolument pas. C'est vraiment, c'est une intention. C'est une intention. Voilà, dans ce qui concerne la demande, c'est une intention, c'est un aller-retour. Hein, oui. Entre le... Voilà. Voilà. Je donne moi aussi. C'est,
il y a un échange dans l'histoire, mais C'est plutôt, moi je dirais, c'est plutôt un écho. Voilà, on récupère un écho de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Donc il ne faut pas se fier à cet écho-là parce que moi quand je fais ça, c'est vraiment dans les circonstances où je prends toutes les précautions pour être le plus authentique possible parce que j'ai pas envie de... Je préfère éviter les effets secondaires. Fais attention à ce que tu demandes parce que tu risques de l'obtenir. Et la qualité de la manière dont on est servi dépend de la qualité de la connexion au soi. Ça va C'est clair. oui, non, j'ai bien compris. Et justement, en fait, pour revenir, je reviens, alors, peut-être que, voilà, par rapport au monde d'aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui, comment vous, enfin, est-ce que vous faites des intentions comme ça Non, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, hein, peut-être pas. Non, je vis normalement. Dans ce livre, comme ce que je décris, je donne l'impression de vouloir faire une espèce de magie ou de me torturer le mental, etc. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de magie. Je vis comme tout le monde. Je suis même beaucoup moins spirituel qui pourrait paraître du fait que j'ai écrit ce bouquin-là. Hein, je suis pas. Mais bon, j'ai des moments plus de grâce et d'autres moins. Je suis plutôt dans. Oh, j'ai beaucoup moins de bac avant parce qu'à partir du moment où on a résolu tous ces problèmes relatifs à son passé, etc., bon, bah, il nous arrive plus. Tout va bien, quoi. Donc tout va bien. Mais tout va pas tout le temps. Et puis, bon, c'est tellement relatif. Les raisons pour lesquelles on se sent mal, on peut se sentir mal dans des circonstances extrêmement positives de la vie, on ne sait pas pourquoi. Donc la quête du bonheur n'est pas le but. Le but, il n'y a pas de but, c'est de réaliser qui on est. Voilà, on est là, de toute façon, il faut bien terminer le parcours. Autant le terminer dans la meilleure des situations. Et puis, si on a trouvé sa raison d'être et si on sait pourquoi, ce qu'on est venu faire sur cette planète, et ben voilà, et essayer de le faire au mieux. Et puis c'est tout, et pas se poser trop de questions. Moi, si je suis parti dans une grosse analyse avec ce livre, cette théorie, etc., c'est parce que j'ai ressenti l'absolue nécessité d'éveiller les scientifiques, les rationalistes, les cartésiens, etc., à la spiritualité. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et je me suis dit, je suis bien placé pour le faire, parce que j'ai les connaissances, parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai l'ancrage. J'ai cet ancrage à la réalité qui me rend crédible, ses compétences, et il fallait que ce soit un type comme moi qui dise ça, et voilà, c'est pour ça que je l'ai dit. Voilà Mathieu. Bah, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Bonne soirée. Merci. Merci Mathieu. À bientôt. Au revoir. Au revoir.